il montre que le monothéisme juif est d'abord l'expression historique du monothéisme de l'argent dans des sociétés antiques où l'échange entre pôles agraires s'est progressivement effectué dans une spécialisation de pôles comptables et de pôles commerciaux. Marx dit exactement la même chose qu'Attali. Attali montre que le devenir du judaïsme, c'est le devenir de l'argent. Sauf que Attali dit, c'est génial, les juifs font ça pour le bien de l'humanité. Or, Marx, qui est le premier à produire cette analyse en profondeur, montre que le judaïsme est l'appendice du monothéisme de l'argent. Et il suffit d'ailleurs de voir les textes religieux juifs, qui codifient une alliance commerciale abramique avec le Dieu créateur. La relation entre le peuple juif et son Dieu est une relation échangiste, commerciale, basée sur un contrat commercial qui, à travers les mitzvot, définit le tu peux, tu dois, tu ne dois pas, tu peux pas. Marx dit même, la névrose aliénatoire est telle que même les lieux d'aisance deviennent des codifications religieuses. Donc Marx, pour critiquer l'aliénation radicale du capital, montre que la question juive n'est pas une question de race, que ce n'est pas une question de religion, mais que c'est le cœur du capital en mouvement dans ses formes premières de comptoirs commerciaux. Et il montre que les communautés juives vont demeurer à la périphérie du développement industriel, social et historique jusqu'aux portes de la modernité de la domination réelle, parce que la domination réelle, qui est la phase de la surproduction absolue, rend nécessaire l'utilisation industrielle des chimères du crédit et de la banque. Donc, Philippe le Bel a expulsé les Juifs, les rois d'Angleterre ont expulsé les Juifs, mais progressivement, ils reviennent dans le développement de la modernité capitaliste, et Marx, d'ailleurs, dans son texte sur les luttes de classe en France, parle du panégyrique de la loi de Rothschild sur les lois de réforme de la Poste. Donc, c'est très clair. Et ce qu'il montre, c'est que la place du judaïsme aujourd'hui, elle découle du retour de la financiarisation du fétichisme de la marchandise, mais qui n'est pas autonome, qui est le produit du capital. C'est-à-dire que quand Attali croit que c'est les Juifs qui sont le cœur du développement de l'histoire, il se plante narcissiquement dans ses bévues aliénatoires. Les Juifs sont le produit de la marchandise en mouvement, ils ne sont pas les producteurs de la marchandise en mouvement. Là encore, comme les attentats du 11 septembre, la mécanique aliénatoire du développement, les Juifs ne sont rien d'autre, dans le cadre de la question juive qui conduit au capital, que le mouvement aliénatoire de la valeur d'échange qui est né dans l'alliance abramique et qui revient dans la modernité de la domination réelle lorsque la crise bancaire du fictif international fait de la banque le pilier essentiel des restructurations capitalistes. Ce qui veut dire que, alors justement, en parlant de banque et de finances, on a tous voilà, ce sentiment qu'on va vers une espèce de crash économique. Bien sûr. Enfin, tout le monde le pressent, j'ose dire presque comme une prophétie autoréalisatrice. Il est prévu par Marx. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, le capital est une impossibilité en mouvement. Le capital est une impossibilité en mouvement parce que le capital est basé sur la valeur. Les machines ne produisent pas de valeur. Seul l'homme exploité produit de la valeur par les incréments de valeur qui résultent du travail non payé. La machine ne contient que la valeur que le travail humain aliéné qui l'a produit y a mis. Et le capital, dans le cheminement aliénatoire des concurrences internationales, est obligé de produire de plus en plus vite. Donc il est obligé de recourir à des machines qui ne produisent pas de valeur. Donc il y a une baisse permanente du taux de profit qui doit constamment être compensée par une augmentation de la masse. Donc il est condamné à produire de plus en plus, puisque dans la logique interne de sa structuration, son taux de profit ne cesse de baisser. Ce qui produit des saturations de marchés internationaux considérables, comme en 14, comme en 39, avec obligation de détruire la surproduction pour repartir à zéro sur des bases de valorisation du taux de profit. Le gros problème qu'a le capital aujourd'hui, c'est que postérieurement à la guerre de 1945, il n'a pas simplement écrasé ses adversaires, le Japon et l'Allemagne, mais il les a vassalisés culturellement. Donc il les a empêchés de redevenir des puissances autonomes. En les empêchant de redevenir des puissances autonomes, cette troisième guerre mondiale qui devrait voir les pays technologiquement les plus en pointe s'affronter, États-Unis, Europe, Japon, est impossible. Donc, recours au terrorisme
manipulation terroriste, manipulation monétaire. La manipulation monétaire et la manipulation terroriste sont les deux mains complémentaires d'un capital qui aujourd'hui ne peut pas détruire l'Europe et le Japon autrement que des infiltrations diplomatiques et des processus de neutralisation géopolitique. Quant à la Russie et à la Chine, il faut bien que les auditeurs se disent que la Chine et la Russie sont des colosses aux pieds d'argile qui, après 50 années de capitalisme d'État bolchevique, staliniste, n'ont que des productions secondaires, des réserves énergétiques, des réserves monétaires, mais n'ont aucune capacité de pointe en technologie offensive. Or, la guerre pour le repartage des marchés, on l'a vu en 14-18, on l'a vu en 39-45, elle s'est faite entre les pays en pointe technologique. Angleterre, Allemagne, Japon, États-Unis. La Russie n'est intervenue dans le second conflit mondial que financée et armée par les États-Unis. À Berlin, quand il y avait 30 T-35 qui rentraient, il y avait 2 champs Sherman. Les convois de Mourmansk avaient ravitaillé en avion, en char, une Russie qui était incapable d'avoir la technologie militaire. Ouais, il y avait des valises, semble-t-il, d'argent. Enfin, sans l'argent américain, les Russes n'auraient jamais pu faire la guerre. Et même pendant la période de la guerre froide, il y avait des technologies américaines qui étaient vendues aux Russes. L'ennemi des États-Unis, c'est l'Europe. Il fallait vassaliser le continent européen en 2 parcelles. Parce que ces 2 parcelles non réunifiées assuraient aux États-Unis plusieurs décennies d'impérialisme sans problème. Le fait que toute l'Europe de l'Est soit sous la domination soviétique obligeait la partie occidentale à se ranger sous le parapluie américain. Donc, quand Marx dit « la vérité s'inscrit toujours en négatif des apparences », à bas la merde journalistique, à bas la merde universitaire, à bas la merde éditoriale, si vous voulez comprendre le monde, foutez toutes les poubelles institutionnelles de production officielle et allez creuser en profondeur à l'envers des discours officiels. Parce que l'Europe était enfin, l'Union européenne, c'est un outil de domination américaine. L'Union européenne est une structure d'écrasement européen. Bruxelles, c'est un missile américain pour détruire l'Europe. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas, puisque ça nous est présenté, encore une fois, de façon inversée. Enfin, on n'a jamais vu un problème diplomatique ou géopolitique international de taille où l'Europe et les États-Unis ont été en désaccord. Il y a eu au moment de De Gaulle, mais c'est fini. Donc, non, depuis on appelle ça la communauté internationale. Voilà. Ils aiment bien ce nom-là. Alors, qu'est-ce que on me dit encore? Alors, je crains fort qu'il va falloir traverser un effondrement mondial économique d'abord, puis retourner à l'Éden de la communauté des origines. Ah, mais il va venir l'effondrement mondial, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que justement là, il y aurait dû y avoir cette 3e guerre mondiale qui n'a pas eu lieu. Il y a donc les manipulations terroristes et il y a les manipulations monétaires. Les manipulations monétaires, Marx montre dans les livres 3 du Capital qu'elles ne peuvent avoir qu'un temps. Il y a le temps du renversement, où la production des manipulations monétaires invalide la production monétaire de sa propre reproduction. C'est-à-dire s'imaginer que le crédit chimérique est possible à l'infini, non. Il y a un moment donné où la valeur d'usage et la valeur d'échange sont obligées de se rencontrer explosivement. On l'a vu dans quelques crises financières passées, mais qui n'étaient que des balbutiements de la grande crise. Mais on va nécessairement y venir, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que le crédit est une anticipation de plus-value. Cette anticipation de plus-value, elle a pour objet d'attendre la réalisation réelle de la plus-value par une vente réelle. Quand l'ensemble des stocks énergétiques contradictoires de la plus-value anticipée rapportée à la plus-value à réaliser explose en antinomie subversive, ça ne peut plus fonctionner. Donc l'idée que le capital peut à l'infini, non. Le capital ne peut pas à l'infini. Et c'est précisément parce que le capital ne peut pas à l'infini que depuis le 11 septembre, parallèlement aux stratégies de manipulation monétaire, on a justement cette accumulation radicale de manipulations terroristes, ce que Debord, dans les commentaires sur la société du spectacle, en reprenant l'aliénation telle que Marx la positionne dans le fétichisme de la marchandise, avait bien vu, c'est toujours le terrorisme en période de domination réelle qui est le cœur stratégique des productions de terreur. Debord qui critiquait justement la société aussi du spectacle. Voilà, il a écrit la société du spectacle, et après il a fait les commentaires sur la société du spectacle,
puisque face à la grande crise des années 60, les attentats de Bologne, l'assassinat d'Aldo Moro, le terrorisme était devenu un champ d'accumulation privilégié du capital pour aliéner les spectateurs qui regardaient la vie. Il y a rien. Seul le terrorisme en période de crise accélérée peut produire une communauté nationale. Donc quand le ministre de l'Intérieur nous dit il faut l'union nationale face au terrorisme, il nous dit en fin de compte il faut le terrorisme pour créer l'union nationale. Un peu, on revit ce qu'ont vécu un peu les États-Unis en 2001. C'était un peu ça, parce que le discours qu'on faisait aux Américains, oui, c'était un chantage aussi. Et ce qu'il faut rappeler aux gens, bon, je l'ai rappelé dans plusieurs textes, c'est que il faut sortir, bon, Charlie Hebdo, etc. Il faut sortir de ça. Il faut avoir une vision globale, il faut avoir une vision majestueuse, de très longue durée. En France, dans les années 1880, il y a eu toute une vague d'attentats anarchistes. Des attentats anarchistes massifs qui ont permis le vote des lois scélérates. Quand on travaille aux archives de la police, on découvre que le maître d'œuvre de ces attentats anarchistes, c'était Louis Andrieux, préfet de police, qui était le père naturel de Louis Aragon, mais qui avait été procureur dans la répression de la Commune à Paris. Les années 1880 en France sont des années de lutte de classe extrêmement fortes, et il va falloir, avec les syndicats, domestiquer la classe ouvrière, qui est relativement revêche, réfractaire, insurrectionnaire. Les attentats anarchistes vont permettre de casser violemment les luttes les plus radicales. Donc c'est Louis Andrieux, ministre, préfet de police, Clémenceau avait fait la même chose, qui organise les attentats anarchistes. Debord, dans les commentaires sur la société du spectacle, d'une manière extrêmement claire, pointue, a très bien montré que les brigades rouges, c'était les brigades rouges de l'État italien. Moro a été tué par l'État italien. L'attentat de la gare de Bologne, c'est l'État italien. Il faut que les gens cessent d'être naïfs. Il faut qu'ils se rappellent que Robert Boulin a été tué de 2 balles qui sont soi-disant 2 balles de suicidés. Il faut que les gens pensent en profondeur. L'État, dans les années 1860-1880, contrôlait beaucoup. Aujourd'hui, avec l'impérialisme technologique des diffusions totalitaires, il contrôle tout. Il contrôle tout. Il n'y a pas un groupe islamiste, djihadiste, dormant qui n'est pas sous contrôle. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. L'État détient aujourd'hui les moyens d'infiltration technologique et de contrôle informatique absolu. Rien n'a lieu hors des volontés stratégiques de l'appareil d'État pour casser les luttes des classes. Donc on peut dire que tout groupe comme ça qui émerge, se disant... c'est forcément... Mais à l'époque de Clémenceau, quand il y avait un groupe anard de 3 mecs qui se réunissaient dans un grenier pour envisager une diffusion de tracts radicaux ou éventuellement mettre en marche un attentat, Clémenceau était prévenu le lendemain. À l'époque de Clémenceau, il n'y avait pas les portables. Il n'y avait pas d'internet, pas de caméra, pas de... Aujourd'hui, l'État sait tout, l'État fait tout, parce que l'État est l'organisme absolu du chaos indistinctif, de toutes les généralisations aliénatoires qui doivent opacifier le regard du spectateur aliéné pour que le spectateur aliéné demeure un spectateur de l'aliénation. C'est-à-dire que l'État, il est au service du capitalisme, c'est quoi? L'État est une machine capitaliste, mais c'est ce qu'il faut faire comprendre aux fascistes, aux souverainistes, aux trotskistes, aux maoïstes, à tous ceux qui voudraient un nouvel État. Ouais. Marx nous a appris cette chose substantielle, c'est que il n'y a pas d'État émancipateur. L'État est par essence universelle, objective et incontournable, une mécanique capitaliste d'oppression. Toute volonté d'acte, quelque part, s'il passe par l'État, il devient aliénatoire. C'est pour ça que, aujourd'hui, poser les cheminements d'un regard radical, c'est être antipolitique. Contre la politique qui est la science de l'assujettissement. Contre l'économie qui est la science du dressage social. Il faut faire de l'anti-économie et de l'anti-politique, à bas l'économie, à bas la politique, à bas l'argent, vive la communauté humaine. C'est simple, mais on l'a ça en nous. C'est-à-dire qu'on est tellement dressé qu'on hésite, mais on l'a en nous, c'est là ça. Ouais, est-ce que c'est un peu comparable au fait que, voilà, si on se retrouve, on va dire... allez, quelques personnes, on ne se connaît pas sur une île, on va finir par s'organiser tout seul, on a besoin de personne finalement. Oui, mais alors ça c'est une Robinsonade, étant donné qu'on ne sera pas dans une dialectique d'universalité. Tout à l'heure on parlait des Sioux, des Cheyennes. Ce que montre Marx, c'est que les Sioux et les Pawnees tapaient sur la gueule.
Parce que ce communisme organique du début n'était pas universel. Tout le monde était communiste, mais dans un localisme aliénatoire qui fermait la relation à l'autre et qui ne l'a ouvert que par le troc puis par l'échange. Donc, le seul communisme possible qui retrouve la tradition primordiale du sacral, de l'être générique, c'est un communisme universel qui est en relation de tous les humains avec tous les humains. Mais ce n'est pas tous les humains avec tous les humains. Marx fait une critique radicale du cosmopolitisme. Il ne s'agit pas de mélanger la sauce soja avec le camembert. C'est un communisme de la différence et c'est un communisme de la référence et de la déférence. Le communisme radical est précisément ce qui sauvera du cosmopolitisme niveleur le vrai soja japonais et le vrai camembert. Alors que le cosmopolitisme nous crée un faux camembert et une faux... Voilà. Tout à fait. Je crois que c'est l'heure de la deuxième pause. Steph, il est prêt à la régie. On va faire la deuxième pause. Désolé pour vos questions, mais le chat, vous êtes tellement nombreux que ça passe mal. Alors, troisième partie, je vais essayer de prendre en tout cas le maximum de questions. La régie, elle est prête. On fait la pause et on revient. À vous, la régie. Voilà, donc de retour pour cette dernière partie, toujours avec 106 cousins. Alors, j'essaye de prendre un peu... Les questions différentes, on me demande, c'est vrai, vous pensez quoi de Michel Clouscar? Michel Clouscar, c'est pas inintéressant, mais c'est une pensée qui n'apporte rien par rapport à ce que Marx avait dit. Michel Clouscar, c'est une intelligence qui est en marge du PC, qui est effectivement un vieux machin complètement décomposé, revigore à la périphérie la critique de la modernité. Mais Michel Clouscar, par rapport à ce qu'a produit Debord, c'est à des années-lumière. Ouais. C'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il n'y a pas de modernité, il n'y a pas de post-modernité, il n'y a pas d'hyper-modernité, il y a la domination réelle du fétichisme de la marchandise, tel que Marx l'a montré dans les manuscrits de 1944, tel que Debord l'a reprise et tel que je le synthétise dans les deux bouquins dont on a parlé. Mais tout a été dit par Marx. Tout a été dit par Marx. Et le capitalisme de la séduction, c'est pas le libéralisme. Le capitalisme de la séduction, c'est le fétichisme de la marchandise. Clouscar n'a jamais voulu abolir la marchandise. Il est dans une thématique lénino-stalinienne de capitalisme d'État réaménagé. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à côté de la vraie critique radicale, le spectacle de la marchandise crée des fausses critiques périphériques qui ont une partie du discours de la radicalité insurrectionnelle, mais qui n'en ont qu'une partie pour remettre les gens dans une voie de garage qui est celle de l'économie politique. Marx critique de l'économie politique et Clouscar critique d'une séduction propre à l'économie et à la politique. C'est-à-dire que Clouscar s'arrête bien loin de ce que va produire Debord. Alors c'est pas inintéressant parce que il reprend des trucs de Marx, mais il les reprend d'une manière extrêmement réduite, de manière non dynamique et de manière non déployée. Si vos lecteurs veulent lire une critique radicale de l'imposture contemporaine, il faut lire Guy Debord, La Société du spectacle, et les commentaires sur la Société du spectacle. Là, à partir de ce qu'avait dit Marx, tout est dit, parce que tout est dit dans ce que nous vivons là au quotidien, de la macro-histoire, de la micro-histoire et de toutes les interactions qui lient l'une à l'autre. Alors, on me demande aussi, qu'est-ce que vous pensez de Baudrillard? Sa vision était également la version des choses et des simulacres qui remplacent la réalité. Sommes-nous dans la société du simulacre? Oui, mais c'est pareil, Baudrillard. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le crétinisme universitaire de la marchandise ne donne rien comme radicalité des profondeurs. Sauf que le crétinisme universitaire de la marchandise, à travers un certain nombre de penseurs qui pensaient plus juste que la normalité moyenne des ânes de leurs collègues, Ellul, Baudrillard, etc., ont pisté quelques périphéries marxiennes et donc les ont recraché le système des objets. C'est chez Marx, ça n'apporte rien. Après Marx, tout penseur qui veut produire du nouveau produit de l'insipide. Et après Marx, tout penseur qui produit une pensée juste produit du Marx réécrit. Non pas parce que Marx est le démiurge, mais parce que, comme je l'ai écrit tout à l'heure, il est le pôle central de la grande conflagration des impostures issues de la révolution de 1789. Et cette révolution de 1789, c'est le grand tramway infernal qui positionne le temps présent. Donc, en ayant, à la suite de Hegel, tout compris de l'imposture de 1789, il a par conséquence et en résultat tout saisi de ce qui fait le temps présent de la liberté despotique de l'argent.
Et donc, là, en fait, l'analyse qu'il a produite déjà au 19e, elle s'applique jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'au 19e, si vous voulez, au 19e, il théorise la domination réelle qui n'existe pas encore. Marx, dans son œuvre, dit « Je suis en domination formelle. Le capital n'est pas encore la complétude réalisée du monde. Il n'est pas encore l'économie monde. Il est dans des balbutiements déjà bien avancés parce qu'on a dépassé la révolution de 89, 1848. Donc le capital... Mais moi, je vous parle de ce qui va advenir. Et je vous dis que la révolution n'est pas possible tant que l'advenir total de l'imposture n'a pas eu lieu. Oui, parce que, par exemple, au 19e siècle, on pouvait se dire, voilà, l'Angleterre capitaliste, à la limite, bon, oui, normal. Mais vous aviez des pans entiers du monde. Mais ce que j'allais dire, on pouvait pas penser que je sais pas, les îles des Tonga, 100 ans après, en fait, sera aussi capitaliste, alors qu'ils n'étaient pas du tout capitalistes. Pour que le capitalisme s'effondre, il faut que le capitalisme soit devenu le tout du monde. Car c'est uniquement au moment où il devient le tout du monde qu'il est obligé de n'être que le rien du monde. Ça, c'est Marx. Et tout est dit. Alors, il a eu des spasmes narcissiques, même s'il avait cette vision juste, il y a eu des mouvements sociaux et historiques où il s'est emballé. Parce qu'on est comme ça dans le spectacle narcissique de l'émotion première. Donc il y a eu des moments où, pour une crise financière ou une crise politique, il pensait qu'on pouvait avancer les choses. Mais c'était une erreur. En fait, il ne s'était pas trompé dès le début. Et donc, il avait raison sur le fond, et il s'est planté sur des formes secondaires, là où précisément il était happé parce que vos lecteurs ou parce que les auditeurs peuvent dire « mais l'efficacité, qu'est-ce qu'on fait ?» On ne peut pas se borner à dire que l'argent est pourriture et on ne fait rien. Bah si, tout ce qu'on fera en gardant l'argent sera pourriture. Donc il faut préparer le grand combat qui vient. Il faut être des anticipateurs. Il faut être des sémaphores de la grande fracture qui arrive. Tout ce que le capital est en train de détruire sera détruit. Le cosmopolitisme mondial de la marchandise détruira définitivement les nations. Comme la nation a définitivement détruit les vieux pays d'Ancien Régime. C'est une marche historique inexorable. Par contre, si on comprend la force de cette marche inexorable et infernale, on court devant pour s'y opposer sur le seul terrain qui peut effectivement la casser, c'est le combat anti-mercantile radical. Le capital supporte toutes les recompositions gauchistes, droitistes, ultra-gauchistes, ultra-droitistes. Il n'y a qu'une seule recomposition que le capital ne peut pas admettre, c'est la remise en cause du procès de valorisation. C'est-à-dire cette valorisation de l'aliénation qui se répand partout et qui transforme tout en marchandise. Si ça, on le conteste, le capital ne peut plus fonctionner. Et si nous sommes des milliers et des milliers, puis des millions et des millions, au moment de la grande fracture bancaire, j'ai quelques difficultés là parce que je... Donc oui, au moment de la grande fracture bancaire, c'est le fameux choc. La grande fracture bancaire, c'est pas un crack de plus fort que les précédents. La grande fracture bancaire, c'est quand la sphère de circulation des marchandises rapportée à la sphère de crédit des anticipations de plus-value s'écrase face au poids de la baisse du taux de profit et de la saturation des marchés qui traverse la sphère de production. Alors c'est un peu compliqué, c'est tout le livre 3 du Capital, mais c'est limpide quand on fait l'effort d'y entrer, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme question? Parce que malheureusement, je n'ai pas un accès total à tout, donc c'est un peu... Alors, qu'est-ce que vous me dites? Voilà. Alors, on peut lire ça sur Marx sur Wiki. Marx critique fortement le rôle de la religion et critique les aspects philosophiques et sociaux de la religion. Marx est matérialiste et s'en revendique. Ah bon? Non. Ça, c'est définition Wikipédia. D'abord, Wikipédia, ça n'est que Wikipédia. Marx critique la religion au nom de l'être générique et du sacral. Marx critique la religion en disant qu'elle est l'opium du peuple. Ouais. Opium du peuple au sens où elle compense les douleurs, les affections et les tiraillements, et qu'elle vient permettre à l'homme de se centrer sur une recomposition fantasmatique, parce qu'il n'a plus de fantasme, il n'a plus de cœur, il n'a plus de réalité. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas confondre religion et sacral. La religion est l'anti-sacral. La religion est la mise en pièce du sacral pour le transformer en sacré, à côté des pouvoirs étatiques qui sont le profane. Marx, comme Engels, quand il parle des communautés primitives, des communautés organiques, voit très bien l'être générique. Marx parle même de ce naturalisme achevé. Ce naturalisme achevé de l'être générique qui est le sacral, mais qui n'est pas la religion, puisque la religion n'est qu'une caricature du sacral,
qui se met à côté de l'appareil d'État pour contrôler et neutraliser les populations. Quand l'Église institutionnelle se met à droite de Constantin, elle est aux antipodes de la radicalité insurrectionnaire du Christ. C'est un appareil de contrôle social avec ses évêchés, ses parcours, ses provinces, pour aider l'Empire à contrôler la population. Ça n'a rien à voir avec le Christ. Donc le sacral est anti-religieux, au sens où la religion qui fait l'apologie du sacré, à côté du profane, est en fin de compte le liquidateur judiciaire des luminosités brillantes du sacral réel. Et pour ce qui est de la colonisation, c'est quoi? Ça aussi fait partie du processus du capitalisme, parce que la colonisation, c'est quoi? C'est l'expansion pour trouver de nouveaux marchés ou c'est... Marx et Rosa Luxembourg montrent que le capital a donc deux périodes, la domination formelle et la domination réelle. En domination formelle, le capital a une crise, il colonise, il se restructure, il a une crise, il colonise. La colonisation est ce par quoi, par exemple, le marché anglais va contraindre les Chinois, dans la guerre de l'opium, oui, à acheter de l'opium chinois. Oui, parce qu'ils étaient déficitaires, voilà, déficit commercial avec donc, la Chine. Il n'y a pas de guerre de colonisation qui soit neutre, qui soit autonome. Elle répond toujours en période de domination formelle à cette crise du capital qui, par la colonisation, va résoudre le problème de la baisse du taux de profit et de la saturation des marchés en accédant à de nouveaux territoires. Le problème, c'est que quand on arrive en 14, même s'il subsiste à la périphérie quelques territoires paumés, voilà, la grande matrice continentale est prise. Donc là, on va passer de crise colonisation à crise guerre mondiale. La guerre mondiale est nécessaire en 14, non pas parce qu'il y a un complot américain, mais bien sûr qu'il y aura un complot américain financier pour, à partir de la City, détruire l'Europe, mais ce ne sont que des effets consubstantiels à une immanence préalable. La raison essentielle, on l'a dans les journaux américains et dans les journaux anglais, la machine-outil allemande est la première du monde en 1914. Si les impérialistes américains et anglais ne détruisent pas la force industrielle de l'Allemagne, dans 10 ans, l'Allemagne qui a déjà construit le train qui va à Istanbul, qui est en train de conquérir tous les territoires de l'Est, elle aura le monde. Donc la Première Guerre mondiale, crise du taux de profit, saturation des marchés, nécessité absolue de détruire les empires centraux pour l'Angleterre et les États-Unis. Tout se tient, tout s'explique. Et en plus de liquider au passage. En plus de liquider. D'accord. Et pourquoi donc cette troisième guerre mondiale, elle éclate pas alors? Alors elle éclate pas parce qu'il n'y a pas de protagoniste. C'est-à-dire on va dire on a le camp anglo-américain quand même d'un côté. Alors on a le camp anglo-américain, mais qui ne peut faire la guerre qu'à l'Europe, mais qui ne peut pas lui faire la guerre, puisqu'il l'a absorbé en vassalisation. Il n'y a aucun intérêt. Castoriadis, qui était encore un universitaire, qui était passé par quelques mouvances radicales et qui avait pioché à droite à gauche sur Debord, dans les années 70, était devenu le spécialiste pathologique de « il va y avoir une troisième guerre mondiale entre la Russie soviétique et les États-Unis ». Parce qu'à l'écume des choses, il y avait une conflictualité très colérique entre Kosygin, Brejnev et le camp américain. Mais ça, c'est le crétinisme universitaire. Il n'y a jamais eu de troisième guerre mondiale entre la Russie et les États-Unis. Parce que pour qu'il y ait une troisième guerre mondiale entre la Russie et les États-Unis, il faudrait être au-delà d'un petit conflit périphérique comme il y a eu au Vietnam ou comme il y a aujourd'hui en Ukraine. Il faudrait être sur le compréhensif radical de ce qu'est la baisse du taux de profit organique qui crée la matrice radicale du capital et comprendre que s'il n'y a pas d'opposition radicale du point de vue de la baisse du taux de profit et de la haute technologie entre la Russie et les États-Unis, il n'y aura jamais que des conflits périphériques. Il n'y aura jamais. Par contre, dans le chaos du terrorisme international et dans le chaos de la destruction des monnaies, on a détruit Alstom, puisqu'on l'a intégré au dispositif de Schneider Electric. Au lieu de bombarder Alstom comme les bombardiers américains le faisaient quand ils détruisaient Hambourg ou quand ils détruisaient Dresde, on a absorbé, par une vassalisation technologique, tous les dispositifs offensifs de Alstom. La Troisième Guerre mondiale est là, mais elle ne peut pas, pour l'instant, prendre des formes militaires offensives et massives. Elle prend donc des formes de manipulation terroriste, de manipulation monétaire. Il faut se rappeler que la France a fait la guerre, le capitalisme français a fait la guerre à l'Irak de Saddam Hussein, alors que c'était son meilleur allié. Oui. C'est-à-dire que Mitterrand a envoyé des troupes françaises détruire
un des leviers de marché solvable pour le développement du capitalisme français, parce que le niveau d'infiltration était déjà tel en 90 qu'il ne pouvait que plier. On a détruit l'Irak, qui était notre meilleur allié. Dans l'histoire des névroses contemporaines, c'est rare. Oui, parce qu'on leur a vendu plein de choses à l'Irak. À l'époque, on les aimait bien, oui, c'est vrai. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Mais il faut surtout comprendre que même si la Russie et la Chine avaient 2 fois plus de réserves énergétiques et 2 fois plus de réserves monétaires, les grands conflits géopolitiques de l'affrontement capitaliste sur la base de la baisse du taux de profit, qui sont ceux qui font la guerre, La guerre de 14, elle n'a pas eu lieu à cause des grandes étendues militaires de la Russie. Les grandes étendues militaires de la Russie n'étaient qu'une périphérie secondaire qui est venue s'y rajouter. C'était le capitalisme industriel de la Ruhr qui était problématique. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la Russie et la Chine qui emmerdent les États-Unis, c'est la haute technologie française et japonaise. Alors la japonaise est déjà bien vassalisée, les années qui viennent sont ceux qui doivent définitivement vassaliser la technologie européenne. D'accord. Et est-ce qu'on peut dire aussi que justement le Japon lui aussi qui a été vassalisé, mais parce que les 2 grands perdants finalement de la Seconde Guerre mondiale, c'est le Japon et l'Allemagne. Voilà. Donc le Japon et l'Allemagne. Alors on comprend d'avoir voulu stopper l'expansion allemande, et l'expansion japonaise, c'est quoi? C'est par rapport à la concurrence dans le Pacifique, c'est ça, les États-Unis? C'est-à-dire que en 39-45 ou maintenant? Non, oui, en 39-45, puis ce que c'est devenu. En 39-45, on a un gros problème sur les sources d'approvisionnement pétrolier, parce qu'il y a un embargo américain. Au fur et à mesure que le Japon met en marche le Grand Orient nippon, les Américains coupent les approvisionnements pétroliers au Japon. Donc le Japon, au moment de Pearl Harbor, n'a plus que quelques mois de stock pétrolier. Donc, puisqu'il est bloqué dans un accord d'embargo qui ressemble à ce que les Américains ont fait avec l'Irak, il est condamné à attaquer ou à périr. D'accord, donc c'est pour ça qu'ils attaquent. Voilà. Finalement. Mais par contre, ce qu'il faut dire à vos auditeurs, parce que bon, le mythe du samouraï, on parlait tout à l'heure des luttes de classe. Il a fallu importer de l'immigration massive en Europe, parce que le communard européen est une ontologie radicale des luttes de classe. Au Japon, point besoin. Le fatalisme oriental des passivités endémiques fait que le japonais à l'usine est soumis comme un bon samouraï. Donc il n'y a pas d'immigration au Japon. Il n'y en a pas besoin. Le japonais ne sera jamais un communard. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs c'est un pays qui avait connu très peu d'immigration. Bien sûr, il n'y en a pas besoin. Ouais. Donc quand les types vous disent le samouraï rebelle, le samouraï, ça c'est des trucs de névrose, le mythe de la puissance, le mythe de la virilité. Bon, le samouraï est très bon pour les guerres de merde, pour les guerres d'État, pour les guerres de pouvoir, mais au niveau de l'intensité radicale, il n'y a rien. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'immigrer au Japon, dans les usines. L'ouvrier japonais est tellement soumis qu'il n'y a pas besoin d'immigrer. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Je vais aller voir un petit peu. Oui, c'est vrai que... Qu'est-ce que vous pensez d'Étienne Chouard parce que... Mais moi, si vous voulez, donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est ce que Marx dit sur la théorie unitaire et radicale. La théorie unitaire et radicale, elle émerge en période de lutte de classe radicale. Dans les années 30, vous avez un tout petit groupe d'ouvriers italiens qui est en France, qui est en même temps en Espagne, qui s'appelle Bilan. C'est une trentaine de types, ils ne sont pas plus nombreux. Ils dénoncent l'embrigadement antifasciste, ils dénoncent les mensonges de la guerre d'Espagne, ils dénoncent tout ce qu'il va y avoir sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais ils sont ultra minoritaires. Et puis d'un seul coup, en Espagne, il y a un mouvement social qui explose. Ces pensées ultra-minoritaires vont se généraliser, même si c'est sur une courte période, avec des contrastes, avec des illusions. Quand la dialectique des luttes de classe, organisée par le devenir de la crise du capital, met en mouvement les masses qui ne veulent plus être des masses, les prolétaires qui ne veulent plus être des prolétaires, mais qui veulent redevenir des hommes, tout s'unifie dans une théorie de parfaite clarté qui retrouve ce que Marx a dit. Tant qu'on n'est pas à ce moment-là, on a plein de chercheurs honnêtes qui grappillent à droite, à gauche, qui trouvent des trucs, mais qui ne sont jamais dans la logique unitaire de la radicalité des luttes de classe, qui sont toujours dans la recomposition du système. C'est-à-dire tous les gens dont vous m'avez parlé, d'une manière ou d'une autre, au lieu d'être sur la base radicale de Marx dans le cadre de la Première Internationale, lutte intransigeante pour détruire l'État et pour détruire l'argent, sont des recompositionnistes. Alors, le recompositionniste dit parfois des choses intéressantes. Mais au regard de la théorie unitaire telle que Marx l'a posée comme explosion radicale de notre émancipation,
faut être modeste. Si vous voulez, il faut être modeste. Modeste, c'est humilis, c'est la terre. Humilis, c'est homo. Être humble, c'est être plein d'orgueil radical pour la transmission.